Tu vas te méfier la prochaine fois que tu achèteras quelque chose dans l'une de ces machines automatiques. Tu sais, aujourd'hui, je vais vous raconter comment un tueur en série a utilisé des distributeurs de boissons comme armes pour tuer 13 personnes et en blesser de nombreuses autres. Pour aggraver les choses, ces crimes restent non résolus à ce jour. Tu peux y croire? Viens, essayons de résoudre ce mystère ensemble. Salut tout le monde, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, l'introduction va être un peu différente parce que je vais vous demander une faveur, à vous, notre beau monde. Nous élargissons notre chaîne et avons lancé Que Mundo Es en espagnol. Ce n'est pas que je parle espagnol couramment, j'aimerais bien, mais nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour doubler nos vidéos. Et regarde, c'est vraiment génial. Bonjour à tous, je suis SU, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les histoires bizarres, les faits divers, les théories du complot, tout ça, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, ça nous aide beaucoup. J'aimerais votre aide pour dynamiser notre chaîne internationale. Je vais laisser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Et si vous pouvez vous abonner, liker et commenter les vidéos là-bas, ça aidera beaucoup à booster cette nouvelle chaîne. D'accord. Et ensemble, on va conquérir le monde, n'est-ce pas? Mais sans plus tarder, allons à la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène encore dans l'un de mes pays favoris, le Japon. Bisous à tous là-bas. Au revoir. Mais nous allons aussi remonter le temps, de 40 ans pour être plus précise. En 1985, le Japon vivait un véritable boom économique. Le peuple japonais, avec toute sa culture de discipline et de dévouement. Il s'était remis de la crise après la Seconde Guerre mondiale et figurait parmi les pays les plus développés du monde, vivant ce mélange que seuls eux savent faire. La tradition d'un côté, la technologie de pointe de l'autre, tout coexistant comme si c'était la chose la plus normale du monde, tu vois? Des grandes villes comme Tokyo ou Osaka, c'était courant de voir d'anciens temples et des bâtiments aux toits incurvés partager l'espace avec des gratte-ciel en verre, des néons, des gares de train à grande vitesse. Le symbole ultime de l'efficacité japonaise. C'était une époque où le pays impressionnait le monde par sa capacité à innover sans perdre ses racines. Et, dans ce contexte de développement accéléré, un élément omniprésent était les distributeurs automatiques. Au Brésil, elles vendent surtout des sodas et du chocolat, alors qu'au Japon, ces machines font partie du quotidien. On peut y acheter de tout. Parapluies, mouchoirs, fleurs, œufs, soupe chaude, bière, pain en conserve et même sous-vêtements. Mes amis, vous pouvez y croire. Je suis partie, quelle frayeur, je suis partie, je suis arrivée, je ne sais pas maman, j'ai vu le visage. Elles étaient dans les rues, dans les stations de métro, dans les ruelles et même dans les zones rurales. Elles étaient pratiques, commodes et, jusqu'à ce moment-là, très fiables. Depuis leur création là-bas, dans les années 50, les distributeurs automatiques sont devenus extrêmement populaires dans tout le Japon. Tous les commerçants en voulaient devant leur commerce et certains en mettaient même devant chez eux. En résumé, tout le monde adorait ces machines et la praticité de pouvoir acheter une culotte en pleine rue, simplement en mettant quelques pièces dans la machine, c'est quelque chose de tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais tout allait changer le 29 avril 1985 lorsqu'un chauffeur routier de la ville de Fukuyama a été hospitalisé d'urgence. Dans un état critique atteint d'une maladie mystérieuse qui empirait rapidement, tu vois le truc. Les médecins ne comprenaient pas la cause de ces symptômes. Diarrhée sévère, forte douleur abdominale et nausées. Chaque heure qui passait, la situation empirait. Et il a commencé à avoir une faiblesse musculaire, des convulsions, et ensuite sa respiration est devenue compromise. Le lendemain, les radiographies ont révélé d'importantes cicatrices sur ses poumons, son foie et une défaillance rénale. Malheureusement, le chauffeur routier n'a pas survécu et est décédé de façon horrible 3 jours après son admission à l'hôpital. Beaucoup de douleur et de souffrance, les amis. Regardez comme c'est horrible. Les médecins soupçonnaient que l'homme avait été empoisonné, même s'ils n'avaient jamais vu de cas similaires et n'imaginaient pas quel type de toxine avait causé tout cela. En analysant les vomissements du patient, ils ont trouvé des traces d'un pesticide utilisé pour le contrôle des mauvaises herbes, appelé Paraca. Cependant, cet homme n'aurait eu aucun contact avec ce produit. Il n'avait pas de jardin, il ne tondait pas la pelouse, alors comment ce poison est-il entré dans son corps, mes amis? Avant de perdre connaissance là-bas en soins intensifs, il a réussi à raconter aux médecins comment s'était passée sa journée.
Il a dit qu'il commençait un autre quart de travail normal quand il a arrêté le camion près de l'une de ses machines. Il a acheté une petite bouteille d'Oronamense, une boisson énergisante vitaminée très populaire au Japon. Il est retourné au camion et a bu en conduisant. C'est tout, rien de suspect et rien d'inhabituel. Le fabricant de cette Oronamense faisait une promotion à cette époque. Si vous en achetiez une dans les distributeurs automatiques, vous aviez une chance que 2 bouteilles tombent en même temps. La boisson déjà très populaire se vendait comme de l'eau. Le chauffeur routier a dit qu'il n'a eu qu'une bouteille, faute de chance. Il pensait que quelqu'un avant lui avait eu de la chance et gagné 2. Juste après avoir acheté la sienne, il a vu une autre bouteille fermée sur la machine. Il pensait que la personne ne voulait pas les 2 boissons et les avait laissées pour d'autres. Juste pour mettre en contexte, le Japon est un pays très sûr, à cette époque-là. Alors, inutile de dire, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de respect, d'honneur et que tout est fait correctement. Là-bas, il est très courant d'avoir des stands de vente dans les rues, sans personne pour s'en occuper. Vous prenez le produit et mettez l'argent dans la boîte de l'honnêteté. Ça fonctionne parfaitement. Personne ne cesse de payer, personne ne vole la boîte avec l'argent. De nos jours, il y a même des supermarchés sans employés. Vous remplissez votre chariot et vous scannez vous-même, vous payez tout à la sortie. Personne ne vérifie si tout est en ordre. C'est inexact, personne ne fait semblant de surveiller non plus. Malheureusement, certains en dehors du Japon profitent de cette honnêteté et se filment pour TikTok. Ils partent sans payer et littéralement volent dans ces magasins juste pour avoir des likes. Tu peux y croire ? Peu à peu, les Japonais modifient leurs traditions à cause de ces imbéciles. Revenons à l'affaire, je commence à m'égarer. À cause de cette culture d'honnêteté et de générosité, le chauffeur routier a simplement pensé que la personne qui avait gagné 2 bouteilles n'en voulait pas. Il faut avoir une bonne tête pour toi, toi qui as une bonne tête pour... Toi, il faut avoir une bonne tête. Tu dois avoir une bonne tête. Tu dois avoir une bonne tête. Tu dois avoir une bonne tête, il faut en avoir une bonne pour faire ça. Tu dois avoir une tête pour ça, il faut avoir une bonne tête pour ça. Tu as une bonne tête pour faire ça, tu dois avoir une bonne tête pour ça, il faut une tête pour faire ça, il faut avoir une bonne tête pour faire ça, une tête pour ça. Tu dois avoir une bonne tête pour faire ça, tu dois avoir une bonne tête pour faire ça. Oh bingo. La boisson était mélangée avec du paraca. Bien que ce soit un pesticide assez courant et très utilisé au Japon, le paraca est très dangereux et il est mortel. S'il pénètre le corps humain, il détruit reins et foie. Mais il détruit surtout les poumons, provoquant une fibrose pulmonaire et rapidement une insuffisance respiratoire. Regarde, maintenant observe ces images de radiographie. Voici le poumon d'un survivant d'empoisonnement au paraca. La partie blanche montre la fibrose, qui heureusement ne s'est pas totalement propagée ni causé la mort. Mais c'est certain, cette personne aura des difficultés à respirer pour le reste de sa vie. Et cette autre image est celle d'un patient qui n'a pas survécu. Voyez ces taches blanches. Presque tout le poumon est une grande cicatrice fibreuse. C'est horrible. La police a été appelée et n'a pas réussi à découvrir grand-chose. Ça semblait vraiment avoir été un acte aléatoire, vous voyez ? La victime n'avait pas d'ennemi qui aurait pu vouloir sa mort. Il a juste eu la malchance d'être au mauvais endroit, au mauvais moment et d'en subir les conséquences. Les policiers espéraient que ce soit un cas isolé et que ça s'arrête là. Mais écoutez, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, mes amis. 4 mois après l'empoisonnement du chauffeur routier, un autre cas très similaire s'est produit, mais cette fois dans une ville à plus de 240 km de là. Le 11 septembre, un homme de 52 ans a passé toute la journée à pêcher avec ses amis. Sur le chemin du retour, il s'est arrêté à une machine et a pris une bouteille d'Oronamense. Vous voyez où cela va mener, n'est-ce pas ? En voulant prendre sa bouteille, il en a saisi 2, ce qui était surprenant. Jusqu'ici, rien d'anormal. Au final, il connaissait la promotion et a pensé qu'il avait été l'un des chanceux, n'est-ce pas ? Il est revenu joyeux avec 2 bouteilles pour sa voiture et est rentré chez lui. Sur le trajet, il en a ouvert une et a commencé à boire. Et, en quelques minutes, il a commencé à se sentir très étourdi avec un mal de ventre. Il a réfléchi très vite, a changé de chemin et tu vois, il est allé directement à l'hôpital Esperto. Il est arrivé la bouteille à la main, très mal, vomissant. Après avoir goûté la boisson, aucun doute. Elle a été empoisonnée au paraca. Malheureusement, cet homme a dû prendre une grande gorgée de la boisson, car seulement 2 jours plus tard, il n'a pas survécu et est également décédé. Regarde ça. Mais, alors qu'il était encore hospitalisé et que les médecins faisaient tout pour sauver sa vie, une autre personne a été admise dans un autre hôpital avec les mêmes symptômes. Sauf que c'était dans une autre ville, à plus de 160 km de distance.
Et cette fois, c'était un étudiant de 22 ans. D'abord un cas isolé, maintenant c'était évident. Il s'agissait probablement d'une attaque en série perpétrée par une seule personne. Les autorités ont créé une task force pour enquêter. On parle bien de 1985, non? À l'époque, ce n'était pas comme le Big Brother d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de caméras de sécurité partout, et surtout pas en dehors des grandes villes, n'est-ce pas? Les tests acides désoxyribonucléiques non plus n'étaient pas comme aujourd'hui, et il n'existait pas de technologie d'expertise médico-légale aussi fiable que maintenant. Autrement dit, les enquêteurs n'avaient pas d'image montrant le possible coupable, il n'était pas possible d'extraire l'acide désoxyribonucléique des bouteilles, il n'y avait aucun témoin capable de décrire un suspect. La seule chose qu'ils pouvaient vraiment analyser à l'époque, c'était les empreintes digitales. Mais relever des empreintes digitales sur une machine utilisée par des milliers de personnes, où chacun doit appuyer avec son pouce sur les boutons, ne servait à rien, non? Ah, et les bouteilles contenant du poison avaient été soigneusement manipulées par le suspect. Soit il a utilisé des gants, soit il a nettoyé les bouteilles, parce qu'on n'a trouvé que les empreintes digitales des victimes. Le gouvernement japonais a relayé l'affaire dans les médias, télévision, journaux, partout. Ils ont demandé à la population de rester vigilante, de faire attention aux distributeurs automatiques et d'inspecter soigneusement chaque produit pour vérifier s'il y avait la moindre altération. Et aussi de ne jamais accepter de bouteilles supplémentaires du fameux Oronaminse. Les commerçants ont été obligés d'inspecter quotidiennement les distributeurs automatiques et les entreprises responsables de ces machines ont collé des autocollants pour alerter les gens. Certains ont même installé des dispositifs de sécurité qui déclenchaient des lumières et des alarmes, au cas où quelqu'un mettrait la main dans le plateau pour essayer d'introduire une bouteille dans la machine. Malgré tout, dans les mois qui ont suivi, de nombreuses personnes à travers le Japon ont été empoisonnées par cette boisson. Fait curieux, aucun cas ne survenait 2 fois dans la même ville, compliquant encore la tâche des enquêteurs. On aurait dit que ce tueur en série voyageait à travers le pays et dispersait ses bouteilles empoisonnées. Au hasard un peu partout, tu vois. Du 11 septembre au 24 novembre 1985, 35 personnes ont été empoisonnées par des boissons contenant du paraquat, dont 13 sont décédées. 17 à choc. Un détail nous fait vraiment douter de l'humanité et du monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? En effet, même si l'on imagine que les empoisonnements ont été causés par un seul maniaque, les policiers n'étaient pas certains que tous aient été commis par la même personne. Après que le gouvernement a diffusé les cas dans les médias, les policiers ont découvert qu'en plus d'alerter et aussi d'effrayer beaucoup de gens, cela avait fini par inspirer d'autres personnes à imiter l'assassin original. Tu peux y croire. Dans un cas, une étudiante universitaire et une femme d'âge moyen à Tokyo ont appelé la police après avoir remarqué un goût étrange dans leur boisson. Après des analyses, les résultats ont confirmé la présence de traces d'un mélange de chaux sulfuré, un autre poison qui n'était pas le paraquat. Même méthode, tu sais. Écoute ce cas maintenant. Au milieu de la panique et des enquêtes, un garçon, lycéen, s'est présenté à l'hôpital avec des symptômes d'empoisonnement. En enquêtant, les policiers ont découvert que le gamin s'était empoisonné lui-même. Oui, tu as bien entendu. Il croyait que ses camarades viendraient lui rendre visite s'il était hospitalisé. Il a fini par être réellement intoxiqué, il a dû être soigné et c'est devenu un autre cas bizarre dans toute cette histoire. Et comme si le malheur ne suffisait pas, d'autres cas d'imitateurs ont commencé à apparaître un peu partout au Japon. Une employée d'une galerie d'art détestait son patron et a décidé que la meilleure façon de régler ses différends avec lui serait de mettre du poison dans son café. Il y a aussi eu un autre cas, mais celui-ci ne détestait pas seulement son patron, il détestait tout le monde dans l'entreprise. Lors du dîner de fin d'année avec ses collègues, il a discrètement mis du paraquat dans la boisson de tous. Là, au restaurant même, les gens, c'était de la folie. Il y a aussi eu un cas d'un étudiant qui a utilisé le paraquat pour tenter de s'auto-supprimer. Heureusement, il a échoué, mais il a été hospitalisé et a beaucoup souffert. Avec autant d'attaques qui se produisaient, vraies ou fausses, et aucune piste concrète, un soupçon est apparu qui a rendu tout le monde encore plus intrigué. Et si le responsable était le monstre aux 21 visages? Ah, laisse-moi t'expliquer ça correctement. Ce nom sinistre a été donné à un groupe anonyme qui, 1 an avant les empoisonnements, a terrorisé le Japon en menaçant de grandes entreprises alimentaires. Ils disaient qu'ils allaient contaminer des produits et les remettre sur les étagères des supermarchés. Ils sont même allés jusqu'à kidnapper des cadres, ont envoyé des lettres défiant la police et en gros, ont vraiment semé la terreur. Quand les décès dus au paraquat ont commencé, beaucoup ont fait le lien, non?
Mais on s'est rendu compte, au fur et à mesure de l'enquête, que les modes d'attaque étaient très différents. Contrairement au groupe précédent, Fatozo cherchait attention, argent et célébrité en envoyant des lettres au journal. La personne responsable des affaires des machines semblait agir dans l'ombre, sans vouloir de reconnaissance. Elle voulait juste provoquer la mort et la peur, tu vois. Ça aurait pu être pratiquement n'importe qui, puisque la seule condition pour acheter le pesticide Paraca était d'avoir plus de 18 ans. En décembre 1985, les empoisonnements au Paraca ont soudainement cessé, sans avertissement. Depuis, aucun cas similaire n'a été signalé. Personne ne sait pourquoi le tueur a décidé d'arrêter, puisque normalement, ces psychopathes continuent jusqu'à ce qu'ils soient attrapés. Qui sait, n'est-ce pas? Parfois, il a peut-être eu peur à cause de l'ampleur que l'affaire a prise, ou il a eu peur d'être arrêté. Ou peut-être a-t-il été renversé en traversant la rue, et il est mort comme un... innocent, je n'en sais rien. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Est-il aujourd'hui un vieux monsieur, menant une vie normale, ou est-il assis sur les genoux du diable? Donnez votre avis en commentaire. S'il y a une chose positive qui est sortie de tout ça, c'est qu'après ces morts, les entreprises de boissons ont considérablement amélioré la qualité des bouteilles et surtout des bouchons. Ils ont inventé ces bouchons en aluminium inviolable. L'entreprise Orona Mincé a annoncé à la télévision ces nouveaux bouchons pour la boisson, à l'épreuve de toute effraction et en avertissant les gens de rejeter tout produit qui semblait avoir été altéré. C'est tout les amis, 40 ans ont passé et l'affaire reste non résolue. Personne n'a été arrêté. Pas même un suspect n'a été identifié. Si c'était vraiment une seule personne responsable de tous les 13 meurtres, cela fait de lui l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire du Japon et aussi l'un des seuls à être resté impuni. Quelle affaire étrange, n'est-ce pas? Ce qui rend cela encore plus effrayant, c'est que cette histoire a révélé notre vulnérabilité, n'est-ce pas, sinon passé? Tu peux aussi simplement acheter un café ou de la nourriture au restaurant. On ignore qui est la personne derrière le comptoir ou à côté de toi. Qui a dit que ça ne pouvait pas être un psychopathe qui ne t'a pas aimé? Ou, dans le cas des distributeurs automatiques, un fou qui voulait tuer les gens là au hasard. Au final, ce qui fait le plus peur dans cette affaire, ce n'est pas seulement le nombre de morts ou le fait que l'assassin n'ait jamais été identifié. C'est l'impact qu'il a laissé dans l'esprit des gens. Le Japon est un pays connu pour être sûr. Vous pouvez oublier votre portefeuille sur un banc dans un parc, revenir plus tard et le retrouver intact. Mais après ces empoisonnements, même la confiance dans un simple acte de gentillesse, comme une boisson gratuite dans un distributeur, a été ébranlée. C'était un coup direct contre le sentiment de sécurité collective. Et, même après 40 ans, il y a encore une certaine appréhension dans l'air. Parce que la vérité, c'est que lorsque le mal agit en silence et n'est jamais attrapé, il continue de vivre dans le doute. C'est la pire voisine possible, mon ami. Mieux vaut ne pas trop y penser, sinon on devient fou. Voilà tout, mes amis. Tu as aimé la vidéo, tu as déjà mis un like, tu as déjà commenté ici, tu t'es déjà abonné à la chaîne. Si tu ne t'es pas abonné, profites-en et abonne-toi ici et abonne-toi là-bas aussi.